Au plus profond de la forêt, vivait une dragonne et son œuf dans une grotte, et un jour, la dragonne décida de sortir chasser de la nourriture pour que son petit puisse manger lorsqu'il éclorait, mais elle oublia qu'il s'agissait de parties classées, et dès qu'elle s'envola à découvert, elle fut abattue d'un tir par un groupe d'humains qui chassaient dans la région. Cela laissa sa base et son œuf complètement sans défense, et peu de temps après, une chatte magique enceinte tomba par hasard sur la base abandonnée et décida de revendiquer le territoire pour elle-même. Elle donna alors naissance à ses enfants juste là, dans la grotte, mais alors qu'elle s'occupait de ses petits, l'œuf abandonné éclut également au même moment, et comme la première chose qu'il vit fut la chatte, il supposa qu'elle devait être sa mère. La chatte savait évidemment que ce bébé moche ne pouvait pas être l'un de ses petits, mais elle eut pitié de lui, et elle pensa qu'il serait assez intéressant d'essayer d'élever un enfant d'une espèce différente, alors elle décida d'adopter le bébé dragon et dit à ses chatons que, désormais, ils avaient un petit frère. Plus tard, la chatte mère décida d'emmener ses petits avec elle pendant qu'elle chassait afin qu'ils puissent apprendre comment cela se faisait, et alors qu'ils rôdaient dans l'herbe, ils tombèrent sur un groupe de souris insouciantes en train de manger des bailles. La chatte mère se mit en position et bondit sur les souris, en éliminant tout un tas d'un seul coup. Après la leçon de chasse, elle décida également d'apprendre à ses chatons à utiliser leur magie de foudre avec leur queue, et les chatons saisirent tous la leçon assez rapidement, mais lorsque le dragon essaya de faire de même avec sa propre queue, rien ne se produisit. Il avait l'air vraiment contrarié de ne pas pouvoir utiliser la magie, alors la chatte mère et les autres décidèrent tous de collaborer pour découvrir quel genre de magie le dragon pouvait utiliser. Après quelques essais et erreurs, ils découvrirent que le dragon était capable d'utiliser ses ailes pour voler, et qu'il pouvait cracher du feu par la bouche. Cependant, il devrait encore s'entraîner un peu plus avant de maîtriser la chose. À ce moment-là, la chatte sentit quelque chose approcher, alors elle dit à tous ses petits de rester silencieux et de se cacher dans les buissons. Un instant plus tard, un groupe d'humains passa, et heureusement, ils ne les remarquèrent pas, mais les petits étaient tous un peu confus quant à la raison pour laquelle leur mère avait si peur de ces gens, car ils n'avaient jamais vu d'animaux comme eux auparavant. Leur mère leur expliqua que ces choses étaient des humains, et qu'ils étaient l'une des espèces les plus terrifiantes qui soient, car certains étaient très gentils, tandis que d'autres atteignaient de nouveaux sommets de cruauté chaque jour qui passait, et qu'il était impossible de savoir comment ils réagiraient s'ils les repéraient, puisque les catsites comme eux étaient considérés comme une ressource précieuse par les humains. Les petits réalisèrent tous que les humains étaient vraiment dangereux, alors ils commencèrent à essayer de mémoriser l'odeur des humains afin de pouvoir les éviter à tout prix à l'avenir, et voyant à quel point ces petits étaient sérieux, la chatte mère était sûre qu'ils seraient capables de se débrouiller le jour venu où ils devraient partir seuls explorer le monde. Tout s'était bien passé pour la famille de chats, mais quelques jours plus tard, alors qu'ils étaient en chasse, un cercle magique apparut soudainement sous les pieds de la mère. Les petits étaient tous confus et lui demandèrent ce qui se passait, paniqués, car elle commençait à disparaître, mais la mère réalisa qu'il n'y avait aucun moyen d'arrêter cela car il s'agissait d'un cercle d'invocation de la part d'un des humains. Chaque fois que quelqu'un essayait d'invoquer un familier pour lui-même, le sort choisissait un animal au hasard dans la nature, et il se trouva que la chatte mère fut choisie cette fois-ci. Alors, avant d'être téléportée, elle donna à ses petits une dernière leçon. Elle leur avait déjà appris tout ce qu'ils devaient savoir sur la chasse, donc s'ils avaient un jour des ennuis, elle voulait qu'ils veillent les uns sur les autres et qu'ils travaillent ensemble chaque fois que nécessaire pour survivre. Après cela, la mère fut téléportée, et les petits durent se débrouiller seuls. Au fil du temps, les chats les plus âgés quittèrent tous le nid, laissant le dragon comme seul habitant de cette grotte. Il s'était habitué aux méthodes de survie, mais avec ses frères et sœurs partis, il ne pouvait s'empêcher de se sentir seul car il n'y avait personne avec qui passer du temps. Beaucoup de temps passa ainsi, lui restant là tout seul, jusqu'au jour où sa sœur aînée retourna à la grotte parce qu'elle était enceinte et cherchait un endroit sûr pour élever ses petits. Le dragon joua joyeusement le rôle d'un oncle amusant pour ses neveux et nièces, leur apprenant tout ce que sa mère lui avait enseigné, y compris les règles de la chasse et le fait qu'il ne devait jamais s'approcher des humains. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ces chatons avaient également grandi et quitté le nid pour fonder leur propre famille. Ce fut un moment heureux pour lui de voir les petits grandir et devenir capables de prendre soin d'eux-mêmes, mais il mentirait s'il disait qu'il n'était pas triste d'être laissé seul une fois de plus. Comme la durée de vie d'un dragon est bien plus longue que celle d'un chat, le dragon réalisa qu'il survivrait probablement à tous ses frères et sœurs, et cette pensée le rendit un peu déprimé, mais avant qu'il ne s'en rende compte, une autre chatte qu'il n'avait jamais vue auparavant se présenta, et alors qu'elle s'approchait, le dragon réalisa qu'elle avait une odeur similaire à celle de l'un de ses frères. La chatte se présenta et dit au dragon qu'elle était enceinte, et qu'elle espérait qu'il lui permettrait d'accoucher dans sa grotte car son père lui avait un jour dit que son frère était un chat avec des ailes, et que si elle cherchait un endroit sûr, elle pouvait toujours venir ici. En entendant que son frère pensait si bien de lui, le dragon eut des larmes de joie aux yeux. Au fil des années, le dragon continua de grandir en taille et en puissance, ayant accès à la magie avancée, et il était désormais capable de parler aux esprits qui existaient naturellement dans la forêt. Un jour, alors qu'il parlait à l'un des esprits,
le dragon mentionna avec désinvolture qu'il était un chat avec des ailes, et l'esprit n'avait aucune idée de ce dont il parlait, alors il lui expliqua qu'il n'était pas du tout un chat, ce qui fut un énorme choc pour le dragon puisque sa mère n'avait jamais eu l'occasion de le lui expliquer avant d'être invoqué. Il retourna dans sa grotte pour informer ses nièces et neveux qu'il n'était pas réellement un chat comme ils le pensaient, mais ils n'en eurent le moins du monde car ils l'avaient déjà deviné, le dragon faisant déjà environ 20 fois leur taille. Ils lui demandèrent s'il pouvait continuer à leur enseigner la magie parce qu'il s'amusait beaucoup avec, et le dragon dit qu'il serait ravi de le faire. Tout alla bien encore un certain temps après cela, mais un jour, alors que le dragon rentrait chez lui en volant, il aperçut soudain un groupe d'humains avec un tas de cadavres de chats empilés à côté d'eux, et dès qu'il réalisa que certains de ces chats étaient des membres de sa famille, il devint furieux et chargea les humains, les réduisant en cendres en un instant avec ses flammes. Il ne comprenait pas pourquoi les humains tuaient autant de chats d'un seul coup s'ils chassaient juste pour se nourrir, mais les esprits l'informèrent que les humains n'avaient jamais eu l'intention de manger ces chats. Ils les tuaient simplement pour pouvoir les dépouiller de leur fourrure et la vendre plus tard. Le dragon fut furieux après avoir appris cela, car si les humains avaient chassé pour se nourrir, il aurait pu pardonner cela comme faisant partie du cycle de la vie, car tous les êtres vivants ont besoin de manger d'une manière ou d'une autre, mais tuer des chats simplement pour la mode était absolument inacceptable. Il s'envola donc immédiatement vers la ville d'où venaient ces chasseurs, se tint sur leur porte, et annonça qu'il était le gardien de tous les chats magiques qui vivaient dans la forêt et que les chasseurs partis ce matin-là pour chasser les chats avaient tous été réduits en cendres par lui. Il avertit également que si l'un d'entre eux retournait dans la forêt pour tuer des chats, il réduirait la ville entière en cendres. Les humains étaient tous terrifiés, et les chevaliers locaux levèrent tous leurs bâtons de foudre pour lancer des éclairs sur le dragon afin de tenter de l'abattre, mais malgré leurs meilleurs efforts, aucune de leurs attaques ne laissa la moindre égratignure sur le dragon et, en fait, la seule chose qu'ils réussirent à faire fut d'énerver le dragon encore plus qu'avant. En représailles, le dragon brûla une section de la ville ainsi que tous les soldats qui avaient levé leurs armes contre lui. Il avait à l'origine prévu de laisser la ville tranquille après l'avoir averti, mais le fait qu'il l'ait attaqué le fit envisager de les anéantir complètement. Cependant, alors qu'il regardait les rues de la ville, il aperçut une petite fille en pleurs au milieu des flammes et, honnêtement, elle ne lui inspirait aucune pitié car, dans son esprit, tous les humains n'étaient que de la vermine, mais il remarqua alors le chat de compagnie de la fille sortir de derrière elle et il vit le chat essayer de protéger la fille, ce qui lui rappela ce que sa mère lui avait dit à l'époque. Il y avait des humains cruels, mais il y avait aussi des humains gentils, et le dragon réalisa qu'il ne serait pas juste de détruire tous les humains gentils à cause des actions des humains cruels. Il s'envola dans les airs et dit aux humains qu'il leur donnait un dernier avertissement. Il leur dit qu'il ne voulait pas voir d'humains tuer des chats dans la forêt, sauf pour se nourrir ou en état de légitime défense. Toute autre chose entraînerait sa colère. Et après avoir laissé cet avertissement, il retourna dans la forêt. De nombreuses années s'écoulèrent sans incident après cela, et les humains s'adaptèrent aux nouvelles règles pour éviter les ennuis avec le dragon. Une nuit en particulier, après que le prince du royaume humain eut été mis au lit, il s'échappa de sa chambre au milieu de la nuit parce qu'il voulait s'entraîner à la magie alors que personne d'autre n'était là. Le prince était né avec une magie naturellement faible, donc s'il voulait hériter du trône et être à la hauteur des attentes de son père, il devait travailler très dur pour se prouver. Cependant, lorsqu'il essaya de lancer un sort de feu pour brûler une feuille, absolument rien ne se produisit car il était vraiment nul en magie. Il continua d'essayer encore, et finalement, un chat passa par hasard à côté de lui, et le voir remonta un peu le moral du prince, alors il décida de continuer à essayer, et cette fois, il réussit réellement à mettre le feu à la feuille. Il était vraiment excité par ses progrès et remercia le chat de l'avoir encouragé, mais il réalisa alors que c'était l'un des chats de la forêt, et pendant ses cours, on l'avait averti que si un chat magique s'aventurait jamais dans la ville, personne de la ville n'était autorisé à lui faire du mal ou à le tuer, car s'il le faisait, le dragon impérial reviendrait et brûlerait toute la ville. Ce souvenir rendit le prince beaucoup plus prudent, alors il demanda au chat s'il venait de la forêt, et après que le chat l'eut confirmé, il lui demanda s'il voulait qu'il le raccompagne, mais le chat dit qu'il savait rentrer tout seul, et il se retourna pour partir, alors le prince supposa que tout irait bien. Cependant, le lendemain, le chat finit par retourner au palais pour retrouver le prince et l'aider à s'entraîner, et comme le chat était si amical, lui et le prince devinrent bientôt amis et se rencontrèrent chaque nuit pour s'entraîner et discuter. Le roi ne tarda pas à l'apprendre, et au début, il était extrêmement inquiet car il craignait que le dragon ne comprenne mal et ne suppose qu'il forçait le chat à rester ici et qu'il vienne brûler la ville, mais d'un autre côté, lorsque le dragon était apparu pour la première fois, il avait été assez raisonnable de leur donner 2 avertissements, donc le roi était sûr que tout irait bien tant qu'ils expliqueraient correctement les choses. Peu de temps après, le dragon s'envola vers la ville et cela provoqua une énorme panique parmi la population car les gens supposèrent qu'il était là pour les réduire en cendres, mais le dragon cherchait simplement l'un de ses chatons qui n'était pas retourné dans la forêt depuis quelques jours. Un peu plus tard, le chat sortit et le dragon exigea de savoir pourquoi il n'était pas rentré depuis si longtemps, alors le chat expliqua qu'il était devenu ami avec un enfant qui vivait ici,
et qu'il voulait rester pour apprendre la magie à l'enfant parce qu'il était nul. Le dragon rappela au chat qu'il l'avait averti que les humains étaient dangereux et qu'il devait rester loin d'eux, mais le chat rétorqua que son ami n'était pas dangereux, et lorsque le prince se montra réellement, le dragon put voir par lui-même que l'enfant n'avait rien de dangereux. Alors il dit qu'il acceptait que le chat reste pour lui enseigner. Cependant, comme l'enfant était le prince de ce royaume, il était juste de demander la permission au roi avant de laisser l'un de ses chats rester définitivement dans le royaume. Le dragon utilisa donc de la magie de transformation pour se transformer en une forme de chat plus petit afin de ne pas causer autant de panique et commença à marcher vers le château. Une fois entré dans la grande salle, le roi l'accueillit comme un invité d'honneur et il n'avait évidemment aucune objection à ce que l'un des chats du dragon reste dans le royaume, mais il demanda si le dragon était vraiment d'accord avec cela puisqu'il était celui qui avait enseigné la magie aux chats et que la magie qu'ils utilisaient pouvait être considérée comme un art secret. Le dragon dit que c'était bon car ce n'était qu'un tas de choses qu'il avait apprises en parlant aux esprits, donc ce n'était pas un secret, mais le dragon était le seul capable de parler aux esprits par ici, donc c'était le genre de connaissance que personne d'autre ne pourrait acquérir. Néanmoins, comme le dragon n'avait pas d'objection, il fut décidé que le chat pourrait rester et enseigner au prince aussi longtemps qu'il le voudrait, et à partir de là, chaque fois qu'un royal naissait, un chat de la forêt visitait le royaume, et s'il se liait d'amitié avec un prince ou une princesse, il leur enseignait la magie et restait à leur côté, de sorte que la relation entre les humains, les chats et le dragon resta parfaitement équilibrée. Quoi qu'il en soit, vous vous souvenez de cette mère chat qui a été convoquée au début? À ce moment-là, elle s'est retrouvée téléportée dans la salle d'entraînement de l'école de magie du royaume humain, et celle qui l'avait convoquée était une étudiante nommée Anne Rose, qui a à peu près autant de confiance qu'une serviette en papier mouillé. Cela dit, elle a réussi à mener à bien une invocation, alors son professeur la félicite et dit à Anne d'aller expliquer ce qui s'est passé au chat, car il doit être très confus en ce moment. Pendant que les autres étudiants continuent d'essayer de compléter leur sort d'invocation, Anne s'assoit avec la mère chat et lui explique que le sort d'invocation qu'il pratiquait est un sort qui permet à un mage d'invoquer une bête compatible avec lui pour qu'elle agisse comme son familier, mais d'après ce que son professeur lui a dit, des sorts comme celui-ci peuvent prendre plusieurs heures ou jours pour réussir. Pourtant, le sort d'Anne a fonctionné immédiatement, et elle est convaincue qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse être exceptionnelle en quoi que ce soit, alors elle croit qu'elle a dû faire quelque chose de mal, d'une manière ou d'une autre. La mère chat est surprise de voir à quel point Anne est un désastre, et réalise qu'elle a un besoin urgent de quelques conseils appropriés. Elle repense alors à ses petits, qui ont été laissés derrière quand elle a été téléportée, mais elle ne pense pas avoir besoin de s'inquiéter trop pour eux, puisqu'elle leur a déjà enseigné toutes les bases de la survie, et qu'ils approchaient de l'âge où ils devraient quitter le nid de toute façon, donc ils n'auront plus besoin d'elle, et puisque c'est le cas, elle décide d'essayer d'élever cette fille humaine, car elle a clairement besoin de toute l'aide possible. Elle dit à Anne qu'elle va s'occuper d'elle à partir de maintenant, mais Anne panique, car la dernière chose à laquelle elle s'attendait était que le chat se mette réellement à lui parler. À partir de ce jour, après que les cours d'Anne étaient terminés pour la journée, elle retrouvait le chat dehors pour qu'ils puissent se rendre ensemble au terrain d'entraînement, où le chat pouvait donner à Anne quelques leçons de magie, et quand ils arrivent, elle demande à Anne de démontrer l'un de ses sorts. Anne procède alors à l'incantation d'un sort d'aiguille de glace, mais cela ne se passe pas tout à fait comme prévu, donc tout ce qu'elle parvient à créer, c'est un petit nuget de glace. Anne est une fois de plus déçue d'elle-même, car ce n'était pas du tout ce qu'elle essayait de faire, mais le chat lui dit qu'il n'y a pas de honte à avoir, et propose de démontrer l'un de ses propres sorts pour qu'Anne puisse apprendre comment on fait. Le chat utilise alors sa queue pour lancer un sort d'éclair sur le mur, et Anne est impressionnée par sa puissance, car elle n'a jamais vu un sort aussi fort auparavant, mais après l'avoir vu quelques fois, elle commence réellement à comprendre comment il fonctionne, alors elle décide d'essayer elle-même. Elle pointe son bâton vers le mur et imite les mouvements que le chat lui a montrés, et effectivement, son bâton produit bien quelques éclairs, bien qu'il ne soit pas très fort. Le chat se souvient que les humains utilisent généralement une incantation lorsqu'ils lancent des sorts, alors elle demande à Anne d'essayer de dire Velikwash, et alors qu'Anne le fait, elle parvient effectivement à créer un sort d'éclair décent. Le chat lui ordonne de continuer à lancer le sort encore et encore, pour que son corps puisse s'adapter correctement à l'utilisation de la magie et à la consommation d'énergie magique, et en prime, plus elle vide ses réserves d'énergie magique, plus sa magie deviendra puissante. Après une longue journée d'incantation, Anne se sent vraiment épuisée, et le chat la félicite pour son bon travail, mais avant qu'il ne prenne une pause, elle demande à Anne d'essayer de lancer à nouveau son sort d'aiguille de glace. Anne est absolument épuisée, mais elle fait comme on lui dit, et à sa grande surprise, l'aiguille de glace est bien plus une aiguille que la dernière fois, et elle se déplace également plus vite. Cependant, elle a encore un long chemin à parcourir avant que cela puisse être considéré comme un véritable sort d'attaque, alors le chat demande à Anne de se lever et de réessayer, même si elle est déjà fatiguée. Au cours des jours suivants, Anne a mangé beaucoup plus au petit déjeuner, depuis qu'elle a commencé l'entraînement avec le chat, car elle a besoin de toute l'énergie possible pour suivre le rythme. Ses camarades de classe ont remarqué le changement chez Anne,
et ils sont heureux de le voir, car elle semble beaucoup plus énergique ces derniers temps. Le chat a récemment rejoint Anne en cours, et bien que ce soit techniquement contre les règles qu'un étudiant amène son invocateur en cours, le chat a reçu une exception spéciale du conférencier, en échange de l'aide apportée à ses recherches sur la façon dont les bêtes prennent soin de leurs petits. Plus tard dans la journée, pendant que les autres déjeunent, le chat se dirige vers la forêt pour chasser un peu, afin de ne pas perdre la main. Il n'y a pas beaucoup de souris autour de l'académie pour qu'elle puisse les cibler, mais il y a ces trucs de carbuncle, et leurs pierres magiques ont un goût absolument exquis, donc elle pourrait en manger toute la journée. Plus tard dans la soirée, Anne et le chat se retrouvent pour leur séance d'entraînement habituelle, mais le chat est surpris de voir qu'Anne a épuisé son mana beaucoup plus rapidement que d'habitude. Anne explique que c'est parce qu'elle a déjà dû utiliser une tonne de mana aujourd'hui en classe, donc elle était déjà assez basse en énergie. Dans ce cas, le chat lui dit qu'elles peuvent terminer ici pour aujourd'hui, alors Anne part dîner, et pendant ce temps, le chat se rend dans la chambre du professeur pour l'aider dans ses recherches, comme promis. Il s'assoit et parle pendant un long moment, et elle explique que les chats s'occupent généralement de leurs petits pendant environ 2 ans avant qu'ils ne maturent. Le professeur est surpris d'apprendre qu'ils s'occupent de leurs petits si longtemps, mais au contraire, le chat lui dit que 2 ans est en fait la durée la plus courte de la période de soins, car la plupart des espèces restent en fait beaucoup plus longtemps. En fait, elle-même s'est occupée de pas mal d'espèces différentes au fil des ans. Le professeur est intrigué et lui demande des détails, mais en toute honnêteté, elle ne s'est jamais vraiment souciée de savoir quelles espèces étaient les petits qu'elle avait adoptés, car cela n'avait pas vraiment d'importance pour elle. Après cela, le chat quitte le bureau du professeur, mais quand elle retourne au dortoir, elle est accueillie par une surprise désagréable, car dès qu'Anne la trouve, elle traîne le chat pour un bain. Le chat a toujours détesté se baigner, mais puisqu'elle a reçu une autorisation spéciale pour assister aux cours à l'école, Anne a pensé qu'il ne serait pas juste pour les autres étudiants si le chat était sale, donc un bain s'imposait, bien que le chat déteste toujours ça. Anne et le chat continuent à passer beaucoup de temps ensemble, mais un jour, en plein cours, le cercle d'invocation s'active soudainement, et on dirait qu'il s'est connecté d'une manière ou d'une autre au royaume des démons, donc une tonne de monstres en sortent. Le professeur dit à tous les étudiants de se préparer et de préparer leur sort d'attaque, et Anne est la première à commencer à tirer, grâce à tout son entraînement. Elle fait l'essentiel du combat, et avec l'aide des autres, ils parviennent tous à abattre les monstres, mais soudain, le portail s'active à nouveau, et cette fois, un démon supérieur en sort. Tout le monde est terrifié, car ils savent qu'ils ne peuvent pas battre quelque chose d'aussi fort, mais à leur grande surprise, le chat dit avec enthousiasme qu'il est bon de revoir le démon, et après l'avoir bien regardé, le démon est choqué de réaliser qu'elle est sa mère. Il s'avère que le chat a trouvé le démon à un moment donné alors qu'il était jeune et a décidé de l'élever, tout comme elle l'a fait avec le dragon, mais cela fait longtemps qu'elle ne l'a pas vu, donc elle est contente de voir qu'il va bien. Le démon avait entendu dire que sa mère avait été téléportée par un cercle d'invocation il y a quelque temps, mais il ne s'attendait pas à la rencontrer ici, et d'ailleurs, il lui demande pourquoi elle n'est pas retournée, car ses frères et sœurs doivent beaucoup lui manquer, surtout le dragon, puisqu'il vit toujours dans cette grotte. Le chat dit qu'ils étaient tous assez compétents pour prendre soin d'eux-mêmes quand elle a été téléportée, donc elle a pensé que c'était une bonne occasion pour eux d'apprendre un peu d'indépendance, et en plus, elle élève actuellement cet enfant humain, et elle a beaucoup plus besoin de son aide pour le moment. Le chat suggère alors que, puisque la porte d'invocation est maintenant connectée au monde des démons, il pourrait peut-être utiliser le monde des démons comme terrain d'entraînement pour les enfants. Le démon s'oppose d'abord à l'idée, puisqu'il est venu ici pour fermer la porte, mais puisque sa mère insiste, il décide de la laisser ouverte pour elle. Juste à ce moment, le démon remarque que le chat a maintenant 2 queues, alors il demande ce qui s'est passé, et elle suppose qu'elle a dû manger un peu trop de carbuncle et évoluer. Cependant, peu de choses ont changé pour elle, à part le fait qu'elle vivra beaucoup plus longtemps maintenant, mais c'est une bonne nouvelle pour elle, car cela signifie qu'elle pourra vivre assez longtemps pour s'occuper correctement d'Anne. Après cela, le démon conclut un accord formel avec le directeur de l'école pour permettre aux étudiants d'utiliser une section du royaume des démons comme terrain d'entraînement, et avec l'école ayant maintenant son propre donjon privé, elle devient assez populaire, attirant des dizaines de mages qualifiés au fil des ans. Quant à Anne, grâce à l'enseignement du chat, elle finit par devenir une célèbre mage connue sous le nom de sorcière de la tempête de glace. Plusieurs histoires la décrivent comme une sorcière invincible qui manie à la fois la magie de la glace et de la foudre en tandem, et partout où elle va, on dit qu'un chat à 2 queues la suit de près. Anne est censée être ici en tant que nouvelle enseignante, donc pendant qu'elle s'installe, le chat se rend dans la salle d'entraînement pour rencontrer le directeur. Cela fait un moment qu'elle ne l'a pas vu, donc elle s'apprête à prendre de ses nouvelles, mais soudain, le démon sort du portail et lui demande ce qu'elle fait ici. Le chat explique qu'elle allait justement lui rendre visite dans le royaume des démons, mais le démon lui dit que c'est trop dangereux là-bas. Le chat prend mal la remarque et lui rappelle qu'elle n'est pas une personne âgée qui ne peut pas prendre soin d'elle-même en cas de besoin, et elle pense qu'il a été très impoli de l'interrompre alors qu'elle était en train de saluer le directeur. Mais le démon ne veut pas se faire gronder devant tout le monde,
alors il l'emmène avec lui dans le royaume des démons pour qu'ils puissent parler en privé. Une fois qu'ils sont retournés dans sa chambre, il lui demande d'arrêter de faire ce genre de choses devant les autres, car il a une réputation à maintenir en tant que démon puissant ici, et cette réputation sera ruinée s'il le voit se faire réprimander par sa mère. Le chat comprend et dit qu'elle fera de son mieux pour garder cela à l'esprit, mais pour une raison quelconque, le démon ne se sent pas rassuré en l'entendant dire cela. Un peu plus tard, le chat retourne voir comment Anne s'en sort avec ses élèves, et bien que les étudiants soient tous excités de la rencontrer puisqu'elle est célèbre, elle se fige encore quand il s'agit de se présenter. Ses compétences magiques ont peut-être progressé au fil des ans, mais ses compétences conversationnelles ont encore besoin de travail, alors le chat intervient pour aplanir les choses et assure aux étudiants qu'ils peuvent être tranquilles, car, avec Anne comme instructrice, ils apprendront sûrement beaucoup, et s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent toujours pas à la fin du cours, ils peuvent tous venir voir le chat pour obtenir de l'aide, mais ils devraient être préparés, car ces leçons seront bien plus strictes que celles d'Anne. Plus tard, le dragon se repose dans sa grotte lorsque deux couples de chats mariés viennent lui rendre visite. Les couples sont là pour accueillir leur nouveau-né, alors ils demandent la protection du dragon, mais le dragon remarque que l'une des chattes a une patte blessée, alors il lui demande ce qui s'est passé. Elle explique que des humains qui voulaient sa fourrure ont failli l'attraper, donc elle est revenue pour demander s'il lui permettrait d'accoucher à nouveau dans sa grotte. Le dragon rouge est furieux que les humains osent s'attaquer aux chats après l'avertissement sévère qu'il leur avait donné, alors il s'envole immédiatement pour trouver les responsables. En les cherchant, il entend des bruits de combat et découvre 3 chats en train de torturer un groupe d'humains. Le dragon atterrit et demande ce qu'ils font, et les chats expliquent que ce sont de mauvaises personnes, donc il leur donne simplement une leçon. Le dragon rouge leur crie dessus avec colère qu'au lieu de se concentrer sur la façon de blesser les humains, leur priorité devrait être de s'assurer que le chat blessé est en sécurité. Les chats essaient d'expliquer que les humains prévoyaient d'envoyer tous les chats de la forêt dans un royaume lointain. Le dragon est surpris d'apprendre qu'ils ne sont pas liés au royaume près de la forêt. Bien que les chats veuillent continuer à punir les humains, le dragon leur ordonne d'arrêter. Il explique que, s'ils tuent les humains, cela pourrait déclencher une guerre entre les nations, et des chats innocents vivant dans les villes humaines pourraient finir par en souffrir. Au lieu de cela, il leur dit d'emmener les humains dans la ville la plus proche et de les faire punir là-bas, et les chats acceptent avec enthousiasme. Avant de partir, il demande au dragon ce qu'il compte faire, et il leur dit qu'il retourne à la grotte pour aider à l'accouchement. Le dragon retourne rapidement à la grotte, où les chats qui attendent sont soulagés de le voir. Ils lui disent immédiatement que les bébés arrivent. Il demande à la mère si elle a des contractions, et elle explique que son ventre a commencé à lui faire mal avant que sa poche d'eau ne se rompe soudainement. Le dragon remarque également que sa patte blessée est complètement guérie, alors il demande au chat mâle s'il a utilisé de la magie de guérison sur elle. Le chat admet qu'il l'a fait. Le dragon explique que, parce que de la magie de guérison a été utilisée sur elle, les chatons ont été dynamisés et essaient maintenant de sortir plus tôt qu'ils ne le devraient. Le père s'excuse et explique qu'il s'inquiétait pour sa femme et qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Le dragon comprend pourquoi il l'a fait, mais il lui rappelle qu'il doit réfléchir aux conséquences avant de lancer un sort dans ce genre de situation. À ce moment-là, la deuxième mère dit que son ventre lui fait aussi très mal et demande si elle entre également en travail. Les deux maris commencent immédiatement à paniquer, mais le dragon leur dit calmement de se calmer. Peu de temps après, les deux mères donnent naissance avec succès à de petits chatons en bonne santé. Leurs maris sont ravis de rencontrer enfin leurs enfants, tandis que les chats environnants se rassemblent pour admirer les nouveau-nés. Ils sont tous émerveillés par leur beauté incroyablement mignonne, mais le dragon rit simplement et rappelle à tout le monde qu'ils ressemblaient tous exactement à ces chatons l'année dernière, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ces petits auront grandi, eux aussi. Le dragon dit aux chats plus âgés qu'il ferait mieux de continuer à pratiquer leur chasse et leur magie, pour que les chatons ne finissent pas par se moquer d'eux quand ils seront plus grands. Un petit chaton curieux est fasciné par la griffe du dragon et commence à la mordiller. Son père sourit et plaisante en disant que peut-être que le petit deviendra un jour un maître chasseur. 2 mois plus tard, les chatons ont déjà grandi de manière visible, et leur mère veut commencer à préparer de la nourriture pour qu'ils puissent commencer le sevrage, et l'autre mère est d'accord, car leurs maris ne pourront pas attraper assez de nourriture tout seuls. Avant de partir, les deux mères demandent au dragon de surveiller les chatons, pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter pour leur sécurité. Pendant leur absence, le même petit chaton se met à mâcher la griffe du dragon. Ses parents rient de voir à quel point il semble l'aimer, et ils soulignent également que, lorsqu'il se tient sur ses 2 pattes arrière, il ressemble presque à un humain. Il commence à plaisanter en disant qu'il finira peut-être par servir au château royal aux côtés du prince ou de la princesse un jour, mais le dragon n'aime pas du tout cette idée. S'il est vrai que certains chats ont trouvé des humains gentils avec qui vivre, il croit que choisir de vivre parmi les humains, c'est encore comme se placer volontairement en danger. Il dit au petit chaton qu'il devrait grandir et vivre correctement dans la forêt à la place, mais le chaton l'ignore complètement et continue joyeusement à mâcher la griffe du dragon. 6 mois plus tard, les petits chatons ont encore grandi et sont maintenant presque aussi grands que des chats adultes. Voyant qu'ils sont enfin assez âgés,
le dragon décide qu'il est temps de leur apprendre à chasser et à utiliser la magie. Pour commencer la leçon, il lance un sort et se transforme en un chat ailé. Il explique que le sort permet à quelqu'un de changer de forme, se rendant soit plus petit soit plus grand. Les chatons sont émerveillés par sa nouvelle apparence, et peu de temps après, ils grimpent tous sur lui et se mettent à jouer. Le dragon les laisse s'amuser un moment avant de leur demander s'ils ont fini, pour qu'ils puissent continuer la leçon. Il explique que la chasse consiste à attraper une proie, ils doivent utiliser leurs griffes et leurs crocs pour la maîtriser avant de la manger, mais la proie ne veut pas être mangée, donc ils doivent toujours s'attendre à ce qu'elle se défende. Pour leur donner une démonstration concrète, le dragon se transforme soudainement en un monstre massif ressemblant à un ours. Les chatons effrayés se dispersent et se cachent immédiatement, sauf un qui hésite. Le dragon leur dit que, s'ils pensent un jour être sur le point de devenir eux-mêmes des proies, la première chose à faire est de s'enfuir. Une proie acculée résistera de toutes ses forces, et certaines créatures peuvent même utiliser la magie pour riposter, c'est pourquoi apprendre la magie est si important. Le dragon reprend sa forme de chat ailé et explique que de nombreux chats de la forêt ont passé des générations à se spécialiser dans la magie électrique, et c'est ce qu'il va leur apprendre. Il remarque un petit chaton debout à côté de lui et lui demande s'il s'est enfui comme il le fallait, et le chaton répond fièrement que oui. Peu de temps après, le prince actuel du royaume humain arrive pour rendre visite au dragon. Il dit au dragon que c'est la première fois qu'il le voit, et le dragon répond que le prince est également le premier humain à venir aussi profondément dans la forêt. L'un des petits chatons demande à qui parle le dragon, et son père explique qu'il parle à un humain. Les chatons sont confus, alors leur père leur dit que l'homme est le prince d'un royaume humain et aussi un ami de leur grand-oncle. Les chatons demandent si les humains sont vraiment censés faire peur, car le prince ne semble pas effrayant du tout, et leur père explique que le prince est différent parce que c'est un ami. Les humains ne sont pas tous les mêmes, certains sont gentils, d'autres terrifiants. Le prince s'approche et dit aux chats qu'il se sent honoré d'être accueilli par autant d'entre eux. Les chatons trouvent immédiatement qu'il est vraiment cool, et certains commencent à dire qu'ils aimeraient visiter le royaume humain au moins une fois. En entendant cela, le dragon pousse un long et profond soupir, car de plus en plus de chatons s'intéressent aux villes humaines, et il souhaite silencieusement avoir refusé la visite du prince dès le départ. Plus tard, le dragon décide qu'il est enfin temps d'emmener les chatons hors de la grotte et de les laisser explorer la forêt pour la première fois, et les petits sont naturellement nerveux en le suivant à travers les bois. Mais après avoir marché un moment, le dragon dit soudainement à tout le monde de grimper à un arbre et de se cacher. De leur cachette, ils regardent un groupe d'aventuriers se battre à proximité. Les chatons remarquent immédiatement à quel point ces humains sont différents du prince qu'ils ont rencontré plus tôt, et le dragon souligne que les autres créatures qui les attaquent sont des loups, que les chatons ont déjà vus auparavant. Un chaton remarque que l'un des aventuriers semble avoir des griffes, mais le dragon explique que les humains n'ont pas de griffes comme les animaux, et qu'ils se battent plutôt avec des armes portatives, donc cet humain utilise simplement une arme qui ressemble à des griffes. Le dragon leur dit alors que certains humains peuvent aussi utiliser la magie. L'un des chatons demande si c'est vraiment vrai, et le dragon le confirme. Il explique que certains humains possèdent une force physique incroyable, tandis que d'autres sont plus faibles mais compensent en utilisant une magie puissante à la place. Une fois les aventuriers partis, les chatons descendent de l'arbre, et le dragon leur dit qu'il est content qu'ils aient pu assister à un combat comme celui-ci, mais il explique également que ces aventuriers étaient des experts, et que les personnes de leur niveau n'entrent généralement pas dans la forêt. L'un des petits chatons ne peut s'empêcher de penser à l'aventurier qui a utilisé la magie. Il parle avec excitation aux autres de la façon dont c'était incroyable de voir quelqu'un canaliser la magie à travers son bâton, et il continue d'en parler tout le long du chemin du retour vers la grotte. Plus tard, les frères et sœurs aînés du chaton sont enfin prêts à quitter le nid. Avant leur départ, le dragon leur dit de vivre comme ils le veulent et de choisir la voie qu'ils croient juste pour eux. Il explique les différentes façons dont les chats de la forêt ont choisi de vivre au fil des ans, avant de demander à chacun ce qu'il veut faire de sa vie. 2 d'entre eux disent qu'ils veulent visiter une ville humaine, tandis qu'un autre veut s'approprier un territoire près du lac. Le dragon leur dit d'être prudents où qu'ils aillent et leur rappelle que, si jamais quelque chose arrive, ils peuvent toujours revenir vers lui pour obtenir de l'aide. Les jeunes chatons disent à leurs aînés de faire attention et leur promettent que, si jamais il leur arrive quelque chose, ils viendront tous les secourir. Avant de partir, les chats plus âgés rappellent également aux petits chatons d'écouter le dragon et de suivre ses instructions. Après leur départ, le dragon dit aux chatons restants qu'ils devront se préparer pour leur propre départ l'année prochaine, donc ils devraient continuer à pratiquer la chasse. Les chatons acceptent avec joie. Quelques jours plus tard, une autre portée de chatons naît, et le dragon est soulagé que l'accouchement de cette année se déroule beaucoup plus facilement que le précédent. Il dit aux chatons plus âgés qu'ils sont maintenant les grands frères et grandes sœurs, donc c'est leur responsabilité de devenir de bons modèles pour les nouveaux petits. Il leur rappelle également que les chatons grandissent incroyablement vite, et ils réalisent rapidement exactement ce qu'il veut dire. Voulant impressionner les nouveau-nés, les chatons plus âgés décident de montrer à tout le monde à quel point ils sont devenus forts en chassant un ours. Après l'avoir abattu avec succès, ils utilisent la magie pour transporter le corps de l'ours jusqu'à la grotte,
mais le dragon et les parents des chatons sont tous stupéfaits de les voir traîner un ours entier à la maison. Alors que les chatons nouveau-nés les regardent avec émerveillement, les chatons plus âgés s'attendent à ce que le dragon les félicite, mais à la place, il se met immédiatement en colère, car il leur rappelle que, lorsqu'ils rencontrent un ours, ils sont censés s'enfuir, pas le combattre. Leurs parents les grondent également, les avertissant que, s'ils défient à nouveau un ours, ils pourraient facilement perdre la vie. Pourtant, la nouvelle se répand rapidement dans la forêt qu'un groupe de jeunes chats a réussi à tuer un ours par ses propres moyens, et tout le monde est étonné qu'ils aient réellement réussi. Avant longtemps, c'est enfin à leur tour de quitter la grotte. Le dragon demande à chacun ce qu'il compte faire après son départ. L'une dit qu'elle veut trouver un mari et fonder une famille. Rose dit qu'elle veut vivre près du lac près du champ de roseaux. Un autre décide de s'approprier un territoire pas trop loin de la grotte. La dernière chatte dit qu'elle veut voyager jusqu'au royaume humain, et deux autres acceptent immédiatement de l'accompagner. Ensuite, l'un des chats mâles annonce qu'il veut devenir un aventurier humain, laissant tout le monde complètement sans voix. Le dragon demande comment il compte devenir humain alors qu'il est né chat, mais le jeune chat explique fièrement qu'il a passé beaucoup de temps à pratiquer le sort de transformation. À la surprise générale, il se transforme immédiatement en humain. Il dit au dragon qu'il prévoit de voyager de ville en ville sous sa forme humaine et de vivre en tant qu'aventurier, mais avant que le dragon ait le temps de se fâcher, les autres chats disent rapidement au revoir et partent pour leur propre voyage. Les jeunes chatons leur font signe au revoir et disent à tout le monde de prendre soin de soi alors qu'ils disparaissent au loin. Un jour, en pleine nuit, un chat noir décide de visiter la cité humaine. Normalement, il ne sort pas de son territoire comme cela, mais le dragon le lui avait demandé personnellement, car il avait en quelque sorte fait une promesse au roi du royaume humain. Chaque fois que la famille royale a un nouvel enfant, le dragon est prié d'envoyer l'un de ses chats pour les rencontrer, et bien que le dragon n'aime pas avoir affaire aux humains, il n'est pas du genre à rompre une promesse une fois qu'elle a été faite, alors il a demandé au chat noir de visiter la ville à sa place. Il a bien pris soin de souligner que le chat noir n'avait qu'à passer et à montrer un peu sa figure pour tenir la promesse, et qu'il pourrait ensuite rentrer directement. Maintenant que le chat noir est vraiment là, il ne sait pas trop ce qu'il est censé faire, puisqu'il n'y a personne autour pour le voir ou confirmer qu'il est vraiment venu. Il se souvient alors que tous les humains dorment la nuit, et que tous les chats de la ville doivent faire de même, alors il décide de se frayer un chemin jusqu'au palais royal par ses propres moyens. Il suppose que l'immense structure là-bas doit être le palais royal, alors il utilise un peu de sa magie pour se propulser et sauter jusqu'en haut des murs, et il est honnêtement assez impressionné que les humains aient pu construire une structure aussi magnifique. Cependant, même s'il est entré dans le palais, il n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouve le bébé qu'il est censé rencontrer, alors il décide de trouver un endroit tranquille pour dormir pour l'instant, afin de pouvoir poser des questions le matin, quand tous les humains seront réveillés. Mais alors qu'il grimpe par une fenêtre proche, il entend des gémissements provenant d'un lit à proximité, et, à sa grande surprise, il trouve le prince bébé allongé là. Au début, le chat noir ne sait pas vraiment ce qu'il voit, car il n'a jamais vu de bébé humain auparavant, et il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si petit alors que les humains sont si grands. Juste à ce moment, le bébé se réveille et remarque le chat, et il s'apprête à se mettre à pleurer, mais le chat noir ne veut vraiment pas que cela arrive, alors il essaie de calmer le bébé en balançant sa queue devant lui, et heureusement, cela attire l'attention du bébé et le distrait assez pour l'empêcher de pleurer. Juste alors, une servante qui avait entendu le prince pleurer un instant plus tôt entre pour vérifier son état, et elle est surprise lorsqu'elle voit le chat noir se tenir ainsi au-dessus du prince, mais elle réalise ensuite qu'il doit être le chat envoyé par le dragon chat, donc elle sait qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le chat explique qu'il n'essayait pas de s'introduire intentionnellement, il n'avait juste trouvé personne dehors, mais puisqu'elle est là, il lui demande si elle pourrait informer le roi qu'il est ici, afin qu'il puisse le rencontrer demain matin, et la servante accepte. Le lendemain, le chat noir rencontre le roi dans la salle du trône, et le roi est un homme très bruyant et franc, alors il demande au chat noir ce qu'il pense de son fils jusqu'à présent. Le chat noir ne sait pas exactement comment répondre à cette question, puisque le gamin est encore tout frais sorti du four et sait à peine qu'il existe, donc il n'y a aucun moyen de dire quel genre de personne il va devenir, et le roi comprend cela. Alors il demande au chat de rester en ville pendant un moment et d'observer le prince, pour voir s'il est quelqu'un de digne du soutien du chat. Le chat noir accepte, mais il est sûr que cela va prendre beaucoup de temps avant qu'il ne puisse analyser la personnalité du prince. Quelques années passent, et le prince a grandi bien et fort avec le chat à ses côtés, mais un jour, alors qu'il joue dehors, il finit par entendre accidentellement le chat noir et le roi parler de la guerre actuelle entre le royaume et le royaume des démons, et le roi est personnellement plus que disposé à sortir, et à se battre parmi ces hommes, mais, en tant que roi de la nation, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il se souvient avoir entendu dire que le chat noir avait récemment réussi à abattre un ours entier par lui-même, et le roi sait à quel point les ours sont coriaces, ce qui est un témoignage de la force du chat noir, et il est actuellement connu comme un héros parmi les 6 chats, car il n'y a pas d'autre chat capable d'abattre un ours seul. Cependant, le chat noir dit que ce n'est pas forcément vrai,
car il a déjà tué un ours avec quelques-uns de ses frères et sœurs, donc il est sûr qu'il serait capable de battre un ours comme il l'a fait. Le chat du roi est stupéfait en l'entendant dire cela, et demande si cela signifie que Kuroban est l'un des célèbres chatons frères et sœurs qui ont tué cet ours dans leur jeunesse, et elle lui demande aussi s'il a une idée de ce que font ses frères et sœurs en ce moment, mais, bien qu'ils soient frères et sœurs, Kuroban ne sait pas exactement ce qu'ils font actuellement, car ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Bien qu'il soit sûr que quelques-uns d'entre eux ont dû faire leur chemin vers cette ville d'une manière ou d'une autre. Le roi est ravi d'entendre cela, car il aimerait rencontrer les frères et sœurs de Kuroban s'il en a l'occasion. Cependant, juste à ce moment, le prince appelle Kuroban et lui demande de revenir continuer à jouer avec lui, car grimper aux arbres n'est pas amusant tout seul, alors le chat dit au revoir au roi pour l'instant et va rejoindre le prince. Plus tard, le roi démon dont le roi humain avait parlé est finalement vaincu, et les membres du groupe de héros qui ont travaillé ensemble pour abattre le roi démon visitent tous la ville pour remercier le roi d'avoir envoyé des fournitures pour les aider pendant le combat, mais, alors que tout le monde se rassemble pour voir les aventuriers qui ont combattu en leur nom, Kuroban est choqué de réaliser que l'un des héros est en fait son frère, qui a appris la magie de transformation afin de se fondre parmi les humains. Son frère lui demande de ne rien dire, car il aimerait garder son personnage humain un peu plus longtemps, et Kuroban n'a pas l'intention de le démasquer, mais il est surpris que son frère ait réussi à devenir assez fort pour abattre un roi démon au cours de ces dernières années. Voir ces aventuriers a également laissé une profonde impression sur le prince, alors plus tard dans la soirée, le prince dit à Kuroban qu'il voulait devenir plus fort, et, lorsqu'on lui demande pourquoi il veut la force, le prince dit que c'est parce qu'il veut devenir quelqu'un de digne d'être aux côtés de Kuroban, et, pour cela, il va devoir faire beaucoup d'aventures pour s'améliorer. Cette réponse intrigue Kuroban, alors il décide qu'à partir de ce moment, il mettrait tout en œuvre pour soutenir la croissance du prince, mais il rappelle au prince qu'il va avoir besoin de bien plus que de la magie s'il veut partir à l'aventure. Il lui dit qu'il va devoir apprendre à manier une arme aussi, et le prince semble impatient de commencer, alors, à partir de ce jour, son entraînement intense commença. Quand le prince atteint l'âge de 12 ans, il est canoniquement assez fort pour abattre un ours par lui-même, et il est en train de traîner le dit ours jusqu'au hall de la guilde pour le vendre. Bien sûr, il ne veut pas trop effrayer les employés, alors il ment et dit qu'il a juste trouvé l'ours dans la forêt, mais personne n'achète cette histoire. Avant cela, le prince assistait à une fête au château, et il semble être assez populaire, puisque toutes les jeunes femmes de la fête s'extasient sur lui, et elles ont du mal à croire qu'il n'a que 12 ans alors qu'il a l'air si fort. Après avoir dansé avec quelques-unes des dames, le prince Stan s'excuse pour le reste de la fête, car il trouve tout cela épuisant. Il apprécie le fait que les gens pensent beaucoup de bien de lui, mais il n'arrive pas à comprendre pourquoi toutes les filles autour de lui ne pensent qu'à sa romance, car personnellement, il ne se soucie pas de ces choses pour l'instant. Il veut se changer les idées, alors il demande à Kuroban s'il aimerait partir à l'aventure avec lui, et Kuroban aime l'idée, car cela fait un moment qu'ils ne sont pas sortis chasser ensemble. Plus tard, une livraison de vin arrive pour la célébration de l'anniversaire du roi, et Stan passe la première moitié de la journée à accueillir les invités et à faire tout ce qu'un bon prince est censé faire, mais tout cela n'était que pour que son père ne se méfie pas, car dès que le roi le quitte des yeux, Stan et Kuroban s'enfuient du château, laissant un message disant qu'il partait à l'aventure, et quand le roi l'apprend, il est frustré de s'être laissé berner aussi facilement par Stan, mais il ne s'inquiète pas trop pour leur sécurité, car il sait qu'avec la force de Stan et Kuroban, ils devraient aller parfaitement bien. Pendant ce temps, Kuroban et Stan courent aussi vite qu'ils le peuvent pour sortir du royaume avant d'être repérés, et leur plan est de se diriger vers la nation voisine, afin de pouvoir enfin commencer leur aventure. Après avoir parcouru une bonne distance de la ville, Stan et Kuroban décident de s'arrêter et de se reposer pour la nuit, et, pour ne pas être reconnu facilement, Stan décide de se couper les cheveux. Son plan est de faire croire qu'il est un paysan et de se rendre dans la ville voisine, afin de pouvoir s'enregistrer en tant qu'aventurier, mais, avant de pouvoir faire cela, ils doivent dormir, alors Stan grimpe immédiatement dans un arbre et s'endort profondément. Kuroban fait de même, mais, après avoir dormi sur des lits moelleux ces dernières années, il n'est plus habitué à dormir dehors, et il se sent honnêtement un peu honteux que Stan soit plus adaptable que lui, mais, en parlant de Stan, il remarque Stan au sol sans aucun vêtement à part un pagne, et il lui demande ce qu'il fait, alors Stan explique qu'il s'est dit qu'il devrait enterrer tous ses vêtements royaux pour l'instant, car une tenue aussi voyante ferait certainement qu'on le reconnaisse. Et Kuroban comprend sa logique, mais il commence à penser que Stan s'investit peut-être un peu trop dans tout cela. Un instant plus tard, Stan repère un lapin sans méfiance à proximité, et il bondit immédiatement dessus et commence à le manger cru. Kuroban est choqué et lui dit qu'il ne devrait pas faire cela, car il pourrait tomber malade, mais Stan lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il sait comment renforcer son corps avec la magie pour ne pas tomber malade. Un peu plus tard, Stan finit par entendre le bruit d'un ours dans la forêt, et, malgré les avertissements de Kuroban sur le fait qu'il était trop risqué de combattre délibérément un ours ici, Stan choisit tout de même de foncer tête baissée,
forçant Kuroban à sauter aussi pour le soutenir, et ensemble, ils réussirent à abattre l'ours, ce qui nous ramène au hall de la guilde. Après que Stan ait vendu l'ours, il a reçu une grande somme d'argent, donc il a enfin pu acheter des vêtements normaux et de l'équipement d'aventurier de départ, et il était vraiment excité à ce sujet, mais Kuroban lui rappelle qu'il ne peut pas s'emballer alors qu'il vient tout juste de commencer son voyage en tant qu'aventurier. Il lui dit qu'il est important pour lui de se procurer une arme qui corresponde vraiment à sa force, et maintenant que Stan y pense, le couteau qu'il a acheté est plutôt peu fiable, donc cela n'en valait peut-être pas la peine après tout. S'il devait penser à une arme qui lui convient le mieux, ce serait cette épée sophistiquée qui conduit la magie dans le coffre du château chez lui, mais il n'y a aucun moyen qu'il puisse la mettre la main dessus à ce stade. Alors il décide qu'il devra juste entraîner encore plus sa magie et son corps jusqu'à ce qu'il trouve une bonne arme. Le lendemain, Stan et Kuroban font leur bagage et quittent la ville, et les habitants sont encore un peu perplexes face à leur rencontre avec Stan, car le gamin était un véritable monstre. Le fait qu'il ait porté un ours entier dans la ville d'une seule main était la preuve qu'il n'était pas ordinaire, mais ils n'ont toujours aucune idée de qui il est. Cependant, un instant plus tard, un rapport arrive du royaume, révélant que le prince a fui la capitale, et les habitants sont choqués d'apprendre que le prince ressemble exactement au garçon qui vient de partir. Un autre jour, un chat blanc commence à supplier le dragon de le laisser quitter la forêt, car il veut sortir et explorer, mais le dragon refuse constamment, parce qu'il dit que c'est dangereux dehors. Ce serait une chose si le chat blanc avait dit qu'il voulait aller au village humain, mais il dit qu'il veut se rendre dans un territoire totalement inexploré, et c'est quelque chose que le dragon ne peut pas permettre. Il essaie d'expliquer au chat que la terre en dehors de la forêt est extrêmement dangereuse et pleine de monstres, encore plus meurtriers que les ours, mais le chat ne se soucie pas vraiment de tout cela et veut juste voir par lui-même. Le dragon est d'abord ferme dans son refus, mais après que le chat l'a supplié pendant plusieurs jours d'affilée, il finit par céder et accepte de laisser le chat sortir de la forêt tout seul, mais seulement à condition que le chat lui permette de le marquer afin qu'il puisse suivre sa position pendant son absence. Le chat n'a pas d'objection à cela, alors le dragon place le marqueur sur lui, et ensuite il quitte librement la forêt pour commencer son aventure. Il arrive bientôt au pied d'une montagne, et il est sûr qu'il va finir par rencontrer toutes sortes de monstres en chemin, alors il décide de faire une petite pause et de manger pour reconstituer son endurance. Cependant, les seuls animaux par ici qu'il serait capable de chasser sont des mulots, et il en a marre d'en manger tout le temps, alors il décide de s'enfoncer un peu plus dans la forêt, car il pourrait peut-être y trouver des oiseaux ou des écureuils. Alors qu'il marche dans les bois, le chat est vraiment content car il y a une tonne d'oiseaux ici, donc il devrait pouvoir trouver quelque chose à manger assez facilement. Cependant, alors qu'il s'apprête à cibler l'un des oiseaux, le chat lève les yeux et remarque une fille sur l'une des branches d'arbre, et il est surpris de la voir là, car il n'avait pas du tout senti sa présence. Il suppose qu'elle doit aussi chasser cet oiseau, alors il décide de le lui laisser, car il est impressionné par sa capacité à cacher sa présence. Quelques instants plus tard, la fille parvient à s'approcher furtivement de l'oiseau avec son filet et son piège, mais ce faisant, elle finit par se propulser hors de l'arbre et atterrir sur le sol de la forêt. Le chat s'approche pour vérifier si elle va bien, et au début, la fille pense qu'elle doit halluciner, car elle n'arrive pas à croire qu'un chat parlant se tient devant elle en ce moment, mais le chat lui dit qu'il est bien réel. La fille est encore un peu sceptique, car elle n'avait aucune idée que les chats parlants existaient auparavant. Maintenant, le chat dit que pratiquement tous ses frères et sœurs sont capables de parler la langue humaine, donc ce n'est pas si spécial, mais plus important encore, il dit à Gilles qu'elle doit arrêter de chasser comme ça, parce que si elle continue ce comportement imprudent, elle va se faire mal. Gilles dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle, car son corps est assez solide, mais le chat pense quand même qu'elle devrait être plus efficace dans ses stratégies de chasse. Gilles explique que c'est à peu près la seule façon qu'elle connaît. Le chat lui demande pourquoi ses parents ne lui ont jamais appris à chasser correctement, ce à quoi Gilles dit au chat qu'elle n'a pas de parents parce qu'elle est orpheline. Le chat se sent désolé pour elle après avoir entendu cela, mais il est aussi encore plus impressionné par les compétences de chasse de Gilles, car c'est un miracle qu'elle ait pu apprendre autant toute seule. Alors que Gilles jette un coup d'œil à l'oiseau qu'elle a attrapé, elle réalise que cela ne suffira pas pour tout le monde à la maison, et le chat est soulagé d'apprendre que Gilles a au moins un foyer, alors il continue en demandant si elle a quelqu'un avec qui elle vit. Gilles explique qu'elle vit dans un orphelinat, et qu'il y a 6 autres enfants là-bas avec leur enseignante, donc ils sont 8 au total. Elle veut continuer à chasser pour avoir assez de viande pour tout le monde, et le chat ne veut pas qu'elle se blesse encore avec sa chasse imprudente, alors il propose de l'aider à la place. Au début, la fille est sceptique quant à la capacité du chat à gérer cela, mais le chat l'assure que les chats sont d'excellents chasseurs, et effectivement, avec un peu d'aide de sa magie de foudre, il parvient à attraper beaucoup plus d'animaux en un rien de temps. Gilles est ravi et commence immédiatement à plumer les oiseaux, alors le chat lui demande pourquoi elle fait cela, et elle explique qu'elle les prépare pour qu'ils puissent utiliser la viande pour faire de la soupe plus tard. Le chat s'excite en l'entendant dire cela, car il avait une fois goûté une soupe faite par des humains chez lui, et c'était absolument incroyable,
alors il aimerait bien réessayer. Gilles lui dit qu'il est le bienvenu pour se joindre à elle et aux autres pour le dîner ce soir, et le chat est plus qu'heureux d'accepter cette offre. Un peu plus tard, Gilles arrive à l'orphelinat avec le chat, et les autres enfants se pressent tous autour d'elle et s'excitent en voyant qu'elle est revenue avec tant de viande. Ils sont aussi intrigués par le chat qu'elle a ramené et demandent si le chat l'a aidé pour sa chasse, mais le chat prend la parole et leur dit que c'est lui qui a réellement attrapé la majeure partie de cette viande, donc il mérite un peu de crédit. Tout comme Gilles, les enfants sont tous surpris de voir un chat parlant, car ils n'ont jamais rien vu de tel auparavant, mais leur gardienne, en revanche, est plus préoccupée par le fait que Gilles est reparti chasser, même s'il lui avait dit de ne pas le faire. Le chat est soulagé de voir que Gilles et les autres enfants ici ont un vrai tuteur qui prend soin d'eux, et la raison pour laquelle le prêtre est si opposé à ce que Gilles aille chasser est que chaque fois qu'elle le fait, elle finit inévitablement par se blesser d'une manière ou d'une autre. Gilles lui dit qu'elle ne s'est pas blessée cette fois, mais le chat la dénonce pour avoir menti, car il l'a vue tomber d'un arbre et s'écraser au sol plus tôt. Le prêtre peut dire que le chat a dû veiller sur Gilles pendant qu'elle était dans la forêt, alors il remercie le chat pour son aide, mais le chat dit que ce n'était pas grand-chose, car il a vu à quel point la chasse de Gilles était mauvaise et s'est dit qu'il pourrait aussi bien l'aider. Il mentionne également que Gilles lui a promis qu'il pourrait rester pour manger de la soupe au dîner, et le prêtre est plus qu'heureux de tenir cette promesse, alors il dit au chat qu'il est libre de rester aussi longtemps qu'il le souhaite. Juste à ce moment, le prêtre remarque Gilles essayant de s'esquiver, et il lui demande où elle pense aller. Gilles dit qu'elle va juste commencer à préparer la soupe, mais le prêtre lui dit qu'elle doit écouter ce qu'il a à dire avant cela. Il lui dit qu'elle doit prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions imprudentes, car les choses pourraient mal finir pour elle si elle ne le fait pas, et Gilles s'excuse pour ce qu'elle a fait. Le chat est content que Gilles ait été réprimandé, car cela l'aidera probablement à retenir la leçon, mais pendant qu'elle est occupée à préparer la soupe, les autres enfants entourent tout le chat parce qu'ils veulent jouer avec lui. Le chat décide de jouer le jeu pour l'instant, car ce ne sont que des enfants, mais les enfants repoussent vraiment les limites ici, et au moment où Gilles finit enfin de préparer le repas, le chat se retrouve complètement vidé par tout ce toucher. Une fois la soupe servie, tout le monde se réunit autour de la table à manger, et après que le prêtre a dit la prière, ils attaquent tous. Les enfants mangent en premier, et ils adorent tous la soupe car la cuisine de Gilles est toujours la meilleure, et quand le chat goûte la soupe, il réalise que les enfants ne plaisantaient pas, car c'est la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée de toute sa vie. Il pensait à l'origine que Gilles n'était qu'une fille mauvaise à la chasse, mais maintenant il comprend que c'est vraiment une déesse qui est incroyable en cuisine. Après que tout le monde a fini de manger, le prêtre s'approche du chat et lui demande s'il aimerait le rejoindre dans sa chambre pour qu'ils puissent discuter un peu, et le chat accepte. Le prêtre le mène dans une pièce à l'arrière de l'orphelinat, et le chat est surpris lorsqu'il le voit déverrouiller la porte avec de la magie, alors il demande si la porte utilise une serrure magique. Le prêtre confirme et explique qu'il a cette serrure parce qu'il ne peut pas laisser les enfants mettre la main sur toutes les armes qu'il a conservées de ses jours d'aventurier. Le chat est surpris d'apprendre que le prêtre était autrefois un aventurier, et le prêtre continue en parlant de comment il a voyagé dans toutes sortes d'endroits au fil des ans, y compris la forêt dont le chat est originaire. Il demande ensuite au chat ce qu'il fait si loin de cette forêt, alors le chat lui explique qu'il est parti dans l'espoir de trouver un territoire inexploré à revendiquer pour lui-même. Il lui a fallu beaucoup de temps pour convaincre le dragon de le laisser venir ici, donc il va s'assurer d'aller jusqu'au bout. Le prêtre sort une carte de la région et montre au chat le chemin qu'il devrait prendre s'il veut entrer dans les montagnes, mais il l'avertit que les montagnes sont en réalité très dangereuses, donc il pourrait vouloir prendre le chemin qui les contourne pour être en sécurité. Le chat comprend cela, mais il dit qu'il ne veut pas manquer les paysages de montagne potentiellement magnifiques, car il cherche un territoire à revendiquer, c'est pourquoi il veut se reposer suffisamment pour avoir l'énergie nécessaire pour faire le voyage. Si c'est le cas, alors le prêtre dit au chat qu'il est le bienvenu pour rester ici quelques jours et reprendre des forces pour le voyage. Après tout, le chat a vraiment semblé aimer la soupe de Gilles, et le prêtre est sûr que les autres enfants seraient ravis de l'avoir parmi eux aussi, alors le chat accepte de rester un moment. Cependant, le lendemain matin, il commence déjà à regretter cette décision, car une tonne d'enfants le caressent encore une fois, et il y en a apparemment encore plus que la dernière fois. Juste à ce moment, le prêtre sort et dit à tout le monde qu'il est temps de commencer les leçons, alors ils courent tous à l'intérieur de l'église, et le chat est un peu perplexe, car il ne comprend pas ce qui se passe. Gilles lui explique qu'il s'agit de l'école de l'église, et que tous les autres enfants sont ici pour apprendre du prêtre, mais si c'est le cas, alors le chat demande pourquoi Gilles n'est pas en classe aussi, alors elle explique qu'elle a déjà appris tout ce que le prêtre a enseigné, donc elle passe généralement le temps des leçons à se rendre à la guilde et à accepter des quêtes, puisqu'elle est aventurière. Le chat est surpris d'apprendre que Gilles est une aventurière, et cela l'inquiète un peu, car il ne comprend pas comment elle peut partir en aventure alors que ses compétences de chasse sont si mauvaises, mais elle dit qu'elle prend généralement des quêtes qui impliquent de cueillir des racines, des bailles et des choses comme ça. Le chat n'avait aucune idée que les guildes donnaient ce genre de travaux, car cela semble si facile, mais bien que cueillir les plantes ne soit pas particulièrement difficile,
elle ne se trouve que dans des parties dangereuses de la forêt, donc la plupart des humains ne veulent pas risquer d'y aller eux-mêmes. Cela dit, le chat est toujours inquiet que ces zones puissent être trop dangereuses pour Gilles aussi, mais Gilles lui dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour elle, car elle peut utiliser la magie pour se protéger. Elle explique que le prêtre lui a appris à l'utiliser il y a quelque temps, et qu'elle est apparemment très douée, mais elle ne peut pas utiliser la magie pour chasser, car le seul sort qu'elle connaît est la magie d'explosion. Après avoir reçu la quête de la guilde, Gilles et le chat se rendent dans la forêt pour cueillir les plantes, et pendant qu'ils y sont, le chat demande à quoi servent ces plantes au juste. Gilles explique que celle-ci en particulier a beaucoup d'applications médicinales, mais la récolter est vraiment fastidieuse, car il faut s'assurer de ne pas endommager les racines. Le chat ne pense pas que ce soit si difficile, car il pourrait le faire en un rien de temps avec la magie, et après avoir démontré avec quelle facilité il pouvait le faire, Gilles supplie le chat de l'aider à cueillir le reste des plantes, car ils pourront finir beaucoup plus rapidement ainsi. Le chat ne veut pas le faire au début, mais ensuite Gilles propose de lui donner un peu plus de soupe pour le dîner ce soir-là, et cela suffit à le faire changer d'avis, donc quelques minutes plus tard, Gilles a un sac plein de plantes. Il est temps pour eux de commencer à rentrer, mais juste à ce moment, Gilles et le chat entendent un bruit à proximité, et ils réalisent que ce doivent être des monstres, alors ils se préparent à les affronter. Le chat attaque en premier, frappant l'un des monstres pour l'éloigner, et une fois que Gilles voit une ouverture, elle lance sa magie d'explosion, mais le sort est bien plus puissant que ce que Gilles pensait, car il éviscère complètement ces monstres, et Gilles ne fait presque aucun effort pour le faire. Elle ne plaisantait pas quand elle disait qu'elle avait beaucoup de talent magique, elle n'a simplement jamais pris la peine d'apprendre d'autres sorts que le sort d'explosion, car elle trouvait cela ennuyeux. Le chat propose d'apprendre à Gilles un peu de sa magie, et comme la magie des chats est essentiellement un secret du royaume, il s'attendait à ce qu'elle lui soit vraiment reconnaissante de lui proposer de lui apprendre, mais en réalité, Gilles ne s'en soucie pas vraiment, donc elle décline poliment. Le chat n'arrive pas à croire qu'elle refuserait une telle offre, et il commence à essayer de la convaincre de reconsidérer, car elle a vu par elle-même à quel point ses sorts ont rendu la quête d'aujourd'hui plus facile, et Gilles ne peut pas le nier, donc elle accepte d'apprendre du chat, mais seulement lorsqu'elle aura du temps libre supplémentaire.